Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre deux news sur les antennes de Reflet TV. Cela fait un an que Robert Begremambé est à la primature, un mandat chargé de réformes et de défis majeurs. Nous nous pencherons également sur la grève des enseignants avec des mesures de sanctions annoncées par le gouvernement ivoirien. Enfin, la ACA, Haute Autorité de la communication audiovisuelle, sonne l'alarme contre les pratiques illégales de diffusion audiovisuelle. Nos consultants de ce soir, Pulcherik Balé et Guillaume Bateau, qui va nous rejoindre au cours de cette émission, vont enrichir les échanges par leurs analyses. Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir Pulcherik Balé. Bonsoir. Sidi. Alors tout de suite, le premier sujet, Dr Begremambé Robert est Premier ministre de Côte d'Ivoire, ça fait maintenant 365 jours, c'était hier. Alors après un an à la primature, est-ce qu'on peut dire que Robert Begremambé a répondu aux attentes des Ivoiriens ou a-t-il déçu les Ivoiriens sur certains points ou dans certains domaines? Ok. D'abord, c'est important de relever que ces bilans-là sont nécessaires et que ça ne devrait pas être seulement le Premier ministre qui fasse un bilan. Parce que dans l'actualité, on a coutume de voir le chef de l'État à certaines périodes de l'année venir faire un bilan, le Premier ministre aussi, mais les autres, comme le vice-président, le haut représentant, tous ceux-là devraient aussi faire un bilan pour que le peuple voit ce qu'ils font véritablement. Parce que jusqu'à présent, nous, on n'a pas encore constaté le travail qu'ils font. Maintenant, mais il y a eu par le passé des cas avec Amadou Gon Coulibaly qui, chaque année, faisait des bilans devant la presse nationale. Oui, en sa qualité de Premier ministre. Exactement. Oui, c'est ce que je disais. Ça ne devrait pas être seulement les premiers ministres qui nous présentent des bilans, mais les autres aussi. Parce qu'ils sont payés avec l'argent du contribuable et on veut bien voir leur utilité. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne la question que vous m'avez posée, on va dire que le bilan est mitigé, mais nous sommes déçus à 90%. Les 10%, c'est par rapport à la CAN. C'est lui qui a organisé la CAN et la CAN a été un succès, même si on sait qu'il y a des défaillances qui ont été relevées. Dans l'ensemble, ça a été un succès. Et ce succès ne lui est pas entièrement imputable. En tant qu'organisateur, c'est normal qu'on le félicite, mais il y a eu une certaine mobilisation du peuple ivoirien qui a contribué à cette victoire. Et on voudrait vraiment, en sa qualité de Premier ministre, que pour cet aspect des choses, il s'investisse aussi sur ce qu'on pourrait appeler notre CAN politique, c'est-à-dire la présidentielle qui arrive. De la même manière qu'on a réussi à créer l'engouement de tous les Ivoiriens, de cette même manière, ça devait être un souci de créer aussi l'engouement des Ivoiriens autour de la présidentielle, notamment en créant les conditions pour assainir l'environnement électoral de sorte à mettre tous les Ivoiriens en confiance. Parce que depuis 2020, le taux d'abstention va en croissant. Et ça, c'est dangereux, c'est pas bon du tout. Donc, vraiment que par rapport à comme ils ont fait pour la CAN, ils puissent aussi s'investir dans ce domaine. Maintenant, au plan social, là, la déception est totale. J'ai vu un peu l'article qui a été fait sur ce bilan hier. Et on parle de cherté de la vie qui aurait baissé. Bon, moi, je ne sais pas sur quels indicateurs ils se sont basés, mais nous, on va dire que la cherté de la vie a plutôt augmenté. Et cela dans tous les domaines. Dans la santé, dans l'éducation, dans tous les domaines, dans l'alimentation. Est-ce que vous pouvez donner des exemples pour qu'on puisse mieux vous comprendre, nos téléspectateurs, en prenant des exemples dans chaque domaine précis? Oui, ça, ce n'est pas un problème. Vous prenez par exemple le transport. Ils ont augmenté les péages. Ça a augmenté le transport. Avec la dernière augmentation aussi du carburant, le transport a augmenté. Et comme on ne fait pas de contrôle comme il se doit, même les plafonnements qui ont été décidés avant lui n'ont jusque-là pas été appliqués. Donc, on ne peut pas dire que la cherté de la vie a baissé. Voilà. Et bon, ça c'est pour l'alimentation, je parlais des plafonnements. Mais même quand on prend la santé, la dernière fois je disais, tout ce qui a été énoncé comme gratuité, en réalité dans les hôpitaux, on paye pour tout. Même on dit les enfants de 0 à 5 ans, c'est gratuit, on va payer pour leur consultation. Du coup, il y a beaucoup de décisions qu'on prend, qu'on n'applique pas. Il faut donc un contrôle. Oui, mais ça, c'est vraiment dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Si on veut les énumérer, on ne va même pas s'en sortir. Donc, je disais que la cherté de la vie n'a pas baissé. Et elle s'est encore accrue avec tous les déguerpissements qui ont été menés. Et là aussi, c'est un échec
du Premier ministre parce que quand le district a commencé avec ses déguerpissements, le 13 mars 2024, il y a eu un conseil des ministres où ils ont pris leurs fameuses mesures là, qui n'ont jamais été appliquées, en dehors de la première, qui a eu un début d'application, celle qui est relative à l'indemnité de relogement. Mais il y a une cellule interministérielle logée à la primature qui n'a jamais fonctionné, qui devait faire le suivi de ces déguerpissements-là, jusqu'à ce que le 4 août, on décide de créer encore un autre comité pour le suivi des déguerpissements. Donc, à ce niveau-là, c'est à croire que le Premier ministre n'a en réalité aucun pouvoir. Mais au-delà même de ses pouvoirs, s'il veut se comporter seulement en coordonnateur de projet par rapport au déguerpissement, il y a eu une défaillance. Pourquoi cette cellule n'a pas fonctionné? Comment se fait-il que le district, malgré ce que le président a dit, de faire les choses de façon plus humaniste, poursuive avec ce même mode opératoire? Et puis par rapport au cas d'Adjamé Village, c'est là même que le Premier ministre a encore plus déçu. D'abord, quand il a été nommé Premier ministre, est-ce qu'il a exigé qu'il y ait un ébrié en qualité de gouverneur? Mais ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle, mais en tant qu'ébrié qui a été gouverneur, qui s'en va, il devrait se soucier de qui va le remplacer. Mais apparemment, occuper le poste de Premier ministre était plus important que tout ça, alors que nous savons qu'il n'y a aucun ministre-gouverneur qui ne soit de la région d'origine de son gouvernorat là. Et donc, il y a un problème. À ce niveau-là, on n'a pas compris pourquoi on n'a pas pris un ébrié. Ensuite, c'est lui qui était le médiateur dans l'affaire d'Adjamé Village. Il est en négociation avec le village d'Adjamé Village. Comment se fait-il que pendant qu'ils sont en négociation, on vienne casser le village? Ça veut dire que lui-même là, je ne sais pas, est-ce qu'il est vraiment une autorité? On vient casser le village et puis lui, il n'a aucune réaction. Nous, on est allés sur les lieux, on a demandé, on nous a expliqué, on dit, mais est-ce que depuis que ça s'est passé, le Premier ministre est venu vous voir? Non. Il y a un problème. Donc, pour nous, en dehors de la CAN, son bilan est totalement négatif. Parce que même si on veut parler même des projets de développement qui sont en cours, ces projets-là étaient déjà lancés avant qu'il arrive. On aura l'occasion de vérifier cela. Alors, quels sont les principaux défis auxquels le Premier ministre Begremambé a dû faire face en tant que Premier ministre et dans quelle mesure a-t-il su les relever? Bon, c'est lui qui sait les défis auxquels il a dû faire face. Mais par rapport le premier défi, c'était la CAN dont vous avez parlé. Voilà. Par rapport à ce que nous, on attendait de lui, c'était un Premier ministre qui manifeste une véritable implication dans les problèmes des Ivoiriens. On ne l'a vu nulle part sur les problèmes du peuple. Parce que même quand on dit qu'on coordonne un gouvernement, eux tous là, ils travaillent pour nous, ils sont payés par nous. Donc, quel que soit le secteur d'activité, quand il y a un problème, on devrait pouvoir le voir. Même la dernière grève qui s'est passée là, est-ce qu'on l'a entendu? C'est resté entre les ministres et les grévistes. Mais c'est grave, si l'école est bloquée, est-ce que ça va nous arranger? Si au niveau de la santé... Mais l'école n'est pas bloquée. Oui, mais ça pourrait l'être. Il faut prévenir, c'est ce qu'on dit toujours, que gouverner, c'est anticiper. On ne s'assoit pas pour attendre que les problèmes aillent à des niveaux extrêmes avant de vouloir les régler. Donc là même, on ne l'a pas vu encore. Donc, il ne s'intéresse pas, il ne s'implique pas dans les problèmes des Ivoiriens. Et ça, c'est un problème. Bien, on va parler maintenant des réformes. Est-ce que le rythme des réformes entreprises par Dr Begremambé est-il jugé suffisant ou y a-t-il des critiques sur son efficacité? Il a fait quelle réforme? Peut-être que je ne suis pas informé. Dites-moi et je vous dirai. Pour vous, il n'y a aucune réforme qui n'a été entreprise? Je n'ai pas vu, non. Quelle réforme? Bien. Alors, Begremambé a insisté sur la transformation structurelle du pays lorsqu'il avait été nommé. Pensez-vous que cette ambition soit réalisable avec le calendrier politique actuel? Qu'est-ce qu'il entend par transformation structurelle? Parce qu'il faut qu'on se comprenne sur les termes avant de réagir. C'est quoi sa transformation structurelle? Qu'est-ce que c'est? Moi, j'en sais rien en fait. Est-ce que aujourd'hui l'économie ivoirienne, disons les activités, le secteur primaire, tel que l'agriculture est aujourd'hui industrialisée, où il y a eu un boost avec l'arrivée de Begremambé, Robert? Moi, je ne vois pas d'amélioration au niveau de l'agriculture puisque... c'est un domaine parmi tant d'autres, hein? Oui, bon, comme on parle de l'agriculture,
Les paysans aujourd'hui sont dans une situation très désespérante. On a créé le conseil café-cacao après avoir constaté certaines malversations au niveau de la gestion de la filière, quand cette filière était aux mains des paysans. On a vu les tapés d'eau et autres, comment on les a mis en prison et tout. Mais quand on a créé le conseil café-cacao, il était censé travailler dans un certain sens. L'argent des paysans que le conseil café-cacao gère devait servir à améliorer les pistes rurales, à créer les conditions pour que les paysans soient beaucoup plus à l'aise dans leur, on va dire, leur métier. Il se trouve qu'aujourd'hui, les paysans sont tellement mal gérés qu'ils veulent récupérer leur filière, mais on ne les écoute pas. Vous avez vu, ce n'était pas sous Begremambé, mais on a vu que quand les paysans ont manifesté, il y a certains qui avaient été arrêtés. Après, on les a libérés parce que chez nous, ici, on règle tout avec les arrestations. Et donc, lui... Quand c'est illégal. Il n'y a pas de grève qui soit illégale, justement. On est plutôt dans un pays où les autorités se permettent de voter des lois illégales pour s'en servir contre le peuple. Et ces lois-là sont illégales et anticonstitutionnelles parce qu'elles ne sont pas conformes à la Constitution. Sinon, manifester pacifiquement est un droit constitutionnel que nul ne devrait contester, quel que soit son niveau d'autorité. Donc ça, c'est autre chose. Donc on était en train de dire que la situation des paysans ne s'est pas améliorée. Le café ivoirien, le cacao ivoirien est vendu par anticipation. Et le prix qui a été fixé pour cette vente par anticipation est de 7 200. Et dans les principes, les paysans devraient avoir 60% de ces 7 200. C'est ce que le public ne sait pas. Mais et quand on passe de 1000 francs à 1800, on dit on est content. Mais là, c'est 1800, ce n'est pas 60% de 7 200. Matière première, on parle de transformation structurelle. Est-ce que cela a réussi? Est-ce qu'il y a vraiment des avancées à ce niveau? Oui ou non? Bon, moi, je n'en sais rien. Je n'ai pas vu de réforme réelle au niveau de l'agriculture qui me disent que désormais, on a mis en route la mécanisation, on a mis en route la transformation de nos produits agricoles. Bon. Et dans d'autres secteurs? Je dis que je ne connais pas, lui, ces réformes. Par exemple, avec le montage des minibus Iveco en Côte d'Ivoire, ce sont des avancées. Oui, mais ça, c'était sous Begremambé. Bien sûr. Bon, dans tous les cas, on avait ici apprécié cela. Le renforcement du parc automobile également de la Sotra. Oui, la Sotra est une société qui devrait même être, on va dire, partout. On s'est toujours plaint que son parc était insuffisant. S'il a été renforcé, c'est une bonne chose. Mais jusqu'à présent, la pression démographique fait que ce n'est toujours pas suffisant. Mais c'est déjà bon d'avoir renforcé ce parc automobile. C'est pour ça que je disais qu'il aurait fallu qu'on ait la liste de tout ce qu'il appelle, lui, ces réformes-là. Et puis bon, on aurait jugé mieux de la situation. Bien. Alors certains affirment que le Premier ministre n'a pas réussi à renforcer l'unité nationale. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, parce que je ne l'ai jamais vu même parler de la question. Au contraire, il est venu, et vous faites bien de le relever, il est venu à la télévision pour parler de la joie, de ses joies, enfin, ça là, c'est un mépris, à mon avis, des populations. Les gens sont en train de souffrir. Vous ne pouvez pas régler leurs problèmes et vous venez à la télévision pour dire que c'est la somme de ces souffrances-là qui va donner la joie. Et on a vu sur le net certains dire, mais viens prendre nos souffrances pour les transformer en joie, on va voir comment ça se passe. Moi, je n'ai jamais vu le Premier ministre Begremambé, peut-être que ça m'a échappé, j'en sais rien, mais je ne l'ai jamais vu s'impliquer sur les questions d'unité nationale. Peut-être que c'est un acquis aussi, hein, les Ivoiriens sont réconciliés, on l'a vu à travers la CAN. Non, c'est ce que les gens prétendent et c'est une très mauvaise analyse que de comparer, d'utiliser la CAN comme un exemple pour l'unité nationale. Alors, mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas d'unité nationale présentement en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas de cohésion entre les peuples? C'est même pas compliqué. On parle d'unité nationale et de réconciliation parce qu'il y a eu des crises en Côte d'Ivoire, des crises dont les passifs n'ont pas été bien gérés. Et donc, aujourd'hui, quand vous avez un leader de l'opposition qui est encore en exil,
Alors que dans notre constitution, on nous dit que nul ne doit être contraint à l'exil, on ne peut pas parler d'unité nationale. parce que ce leader qui est en exil là, il a ses parents, il a ses militants qui ne peuvent pas participer à cette unité nationale tant qu'il est là-bas. La Côte d'Ivoire n'a pas interdit à un leader de ne pas venir au pays. Même les derniers exilés qui sont venus là, il y a certains qui ont été emprisonnés, qui sont encore en prison. On a vu Charles Blé Goudé, la CPI, qui est rentré en Côte d'Ivoire, oui, Laurent Gbagbo et bien d'autres personnalités politiques. Justement, à propos de CPI, on est en train de parler d'unité nationale. À propos de CPI, il y a un camp qui a été jugé et acquitté. L'autre camp n'a pas encore été jugé. Mais est-ce que c'est le rôle du Premier ministre? Les victimes ne sont pas aussi indemnisées. Les victimes de tous les camps n'ont pas encore été prises en charge. Donc, cette affaire d'unité nationale-là, ça concerne beaucoup de choses. Le premier garant de l'unité nationale, c'est le président de la République. Maintenant, le Premier ministre, dans son rôle, peut donner des conseils au président de la République. Il peut prendre certaines initiatives pour renforcer cette unité, mais ce n'est pas en supprimant le ministère de la Réconciliation, ce n'est pas aussi la canne. C'est devenu un département. Oui, un département qu'on a fondu dans le ministère de la Solidarité. Mais je veux dire qu'il y a des actes majeurs à poser. Pour qu'il y ait l'unité nationale, il faut que tous ceux qui ont été partie des derniers conflits s'asseyent autour d'une table pour parler. Donc il faut ce fameux dialogue national que et la société civile et l'opposition demandent. Les gens se parlent franchement, ils trouvent des solutions pour que dans l'application de ces solutions-là, chacun prenne sa part. Donc pour qu'il y ait unité nationale, il faut qu'il y ait un dialogue. Pour qu'il y ait unité nationale, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a encore des problèmes importants en suspens qu'il faut régler. Quand vous dites dialogue, dialogue entre qui? Les partis politiques ou partis politiques, société civile? Dialogue entre le pouvoir en place, l'opposition et la société civile. Donc entre tous les Ivoiriens. Parce que tous ceux que j'ai cités là, ils sont représentatifs de la société ivoirienne. Bien. Alors prochaine étape, la lutte contre la corruption semble avoir ralenti sous son mandat. Pourquoi selon vous? Bon, est-ce que ça a ralenti? Selon les chiffres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La Haute Autorité, même, il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Ce que je veux dire, c'est qu'on nous donne beaucoup de chiffres. Et ces chiffres-là ne reflètent pas la réalité. Si effectivement la corruption avait baissé, quand on a eu les rapports de la Cour des comptes, et puis tous les détournements qu'on voit qui ne sont pas punis là, on ne peut pas dire que la corruption a baissé. Par rapport à quoi? Les chiffres là même sont élaborés sur quelle base? Ce que nous on constate, c'est qu'il y a une impunité. C'est qu'il y a des gens qui détournent des milliards qui ne sont pas punis. C'est que le rapport de la Cour des comptes a fait état de certains détournements. Parce que tout ça, c'est la corruption aussi. Voilà. Donc, nous, on estime, nous, en tout cas, dans la pratique, on est confronté au quotidien à la corruption, avec les raquettes, avec les services publics qui se monnaient, alors que cela ne devrait pas être. Donc, même dans les concours, partout, il y a la corruption. Donc, les chiffres peuvent dire ce qu'ils veulent, mais dans la réalité, nous, on ne voit pas d'amélioration. Au contraire, ça empire. Alors, au niveau des chiffres, la Côte d'Ivoire a un score de 36 sur 100, où 0 est perçu comme extrêmement corrompu et 100 qui est très peu corrompu. Alors, quel commentaire sur ces chiffres-là? Non, je viens de vous dire que nous, les chiffres, ce n'est pas qu'ils ne soient pas importants, mais tout dépend de la base sur laquelle on les élabore. C'est des chiffres aussi internationaux, de Transparency International. Oui, s'ils estiment que ça a baissé, c'est bien, mais dans la pratique, là, nous, on ne voit pas cela. C'est ça aussi. Alors, dans le domaine de l'économie, quelle avancée concrète peut-on attribuer à Dr Begremombe au bout d'un an d'exercice? J'en sais rien. Et pour vous, est-ce que l'économie ivoirienne va mieux? L'économie ivoirienne, à quel niveau on l'évalue? Au plan macroéconomique, on a la macroéconomie, on a la microéconomie. Bon, au plan macroéconomique, c'est eux qui disposent de toutes les données pour pouvoir faire leurs statistiques et c'est ça qui donne lieu aux chiffres qui nous étonnent. Au plan microéconomique, nous, on ne voit pas réellement des avancées économiques dont on parle. Quand on prend même simplement l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont cru en l'appel du gouvernement.
qui sont venus de l'étranger, qui ont investi. Actuellement où je vous parle, il y a un jeune qui s'appelle Élisée Kwasi. Il est en prison. Il est en prison, on ne l'a pas encore jugé, mais depuis plus d'1 an, il est en prison et simplement parce que le système des affaires n'est pas géré de façon claire, de façon objective. C'est-à-dire? Lui, il a eu des problèmes avec ses clients. Il est allé à la justice, il a obtenu un papier qui dit que pendant qu'on est en train de faire l'audit, il ne peut pas être l'objet de poursuites. Et c'est malgré cela qu'on l'a emprisonné. On a le cas des VTC. Les gens étaient avec leurs clients. D'abord, ce n'est pas des entreprises qui se sont mises sur le marché dans la clandestinité. Elles ont satisfait certaines exigences pour pouvoir fonctionner. Elles n'ont pas de problème avec leurs clients. L'État lui-même décide de mettre fin à cette collaboration entre eux, à leur contrat, mais sans prendre de mesures pour garantir que les souscripteurs entrent dans leurs fonds, alors que ce n'est pas la première fois. Alors, ça s'est déjà passé à les gens d'agro-business. Dans le climat des affaires, que proposez-vous donc au Premier ministre Begremambé? Non, ce qu'on propose, c'est d'abord même de faire en sorte que par rapport aux impôts, les nouveaux entrepreneurs ne soient pas asphyxiés. Parce que nous, on a reçu des plaintes selon lesquelles, quand les gens s'en vont se déclarer aux impôts, avant même qu'ils ne démarrent leurs activités, on les soumet au paiement de l'impôt. Alors que soit on aurait pu donner un délai de carence, soit on aurait pu les faire payer à partir du démarrage de leurs activités. Donc ça déjà, ce n'est pas bon pour l'environnement des affaires, ce n'est pas bon pour l'entrepreneuriat. La deuxième chose, c'est que quel que soit le secteur d'activité, quand on a des décisions à prendre, il faudrait associer les acteurs du secteur. Alors que dans la plupart des décisions qui sont prises, on n'associe pas les acteurs du secteur. Et du coup, ce n'est pas productif. Quand on prend par exemple cette affaire de plafonnement des prix pour lutter contre la cherté de la vie, les prix ont été plafonnés sans avoir associé les commerçants. Donc si moi... Mais il y a des organisations qui sont associées, hein, les consommateurs, on a également le Conseil national de la lutte contre la vie chère, tout ça. Bon, moi je ne peux pas parler pour toutes ces organisations. C'est elles qui savent quel rôle elles jouent. Nous, on s'en tient au résultat. Mais si résultat, c'est que... Si le boutiquier X ne respecte pas les prix donnés par le gouvernement ou le ministère du Commerce, à qui la faute? Avant le respect des prix, il y a la pertinence des prix même plafonnés. Je vous prends un exemple que j'ai déjà donné sur ce plateau. Le sac de riz, le sac de sucre blanc coûte 56 000. Quand vous divisez 56 000 par 50 kilos, ça vous donne 1112 francs le kilo. Et puis on dit à ce commerçant-là de plafonner ça à 950 francs. Où est la logique dans ça? Les commerçants ne sont pas des philanthropes, ils veulent faire des bénéfices, mais moi je ne peux pas acheter mon kilo à 1112 francs et puis vous allez venir plafonner ça à 950 francs, je ne peux pas le respecter. C'est pour le bien de la population. C'est pareil pour l'huile. C'est pour le bien de la population, vous qui luttez contre la vie chère. Mais ce que je suis en train de vous dire là, je n'ai pas dit que ce n'est pas pour le bien de la population, mais si on veut vraiment faire du bien à la population, il faut réfléchir pour pouvoir trouver des solutions qui soient applicables. Bien. Mais quand on prend des solutions qui ne sont pas réalistes, il y a un problème, ça ne s'applique pas et finalement on ne fait de bien à personne. Donc je disais qu'il faut associer les acteurs du secteur à toutes les décisions qu'on prend. Mais comment se fait-il que ces mêmes prix sont respectés dans les supermarchés? Bon, c'est les responsables des supermarchés qui peuvent vous répondre. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes sources d'approvisionnement, moi j'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que sur le terrain, ce n'est pas appliqué. Maintenant, si ce n'est pas appliqué, c'est aussi la faute en dehors du fait que les prix ne soient pas pertinents, il y a le fait que le contrôle même n'est pas effectif. Bien. Alors, prochaine étape, la gestion des inondations récurrentes est-elle une réussite pour le Premier ministre Begremambé Robert? La gestion des inondations... moi, je pense que ce n'est pas une réussite parce que chaque année, quelle avancée? Chaque année, l'Indénié, qui est désormais un carrefour qui ne connaît plus les inondations. Personne n'habite à l'Indénié. C'est une très bonne chose si l'Indénié n'est plus l'objet d'inondations. Mais tout le monde passe par là. À la circulation, c'est une bonne chose. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être des populations en tant qu'habitants. Les zones qui sont inondées chaque année. À risque ont été déguerpies.
Oui. Pour sauver la population ivoirienne. Non. En fait, le problème, c'est lequel? Les zones à risque sont connues. Elles sont connues du ministère de la Construction, elles sont connues du ministère en charge de l'assainissement. Et normalement, si on veut bien gouverner, ces zones-là doivent être traitées pendant la saison sèche. On les connaît et c'est depuis des dizaines d'années. Il y a des zones à risque qui ne sont pas nouvelles. Donc pourquoi le gouvernement ne prend pas des mesures pour que, en saison sèche, on puisse traiter ces zones-là, on puisse déplacer aussi les populations si c'est nécessaire, et puis on attend la saison pluvieuse, qu'il y ait des catastrophes, qu'il y ait des morts, avant maintenant de décider dans la précipitation de déplacer ces populations-là sans même leur donner quoi que ce soit. Bien. Donc il y a un problème de gouvernance même au niveau des inondations. Avant-dernière question pour terminer cette partie, comment évaluez-vous la capacité du Premier ministre à gérer les crises sociales, notamment la grève des enseignants? Oui, j'en parlais tout à l'heure. Je n'ai pas entendu qui s'est impliqué dans cette crise. Du coup, il n'est même pas question de sa capacité à les gérer. Il y a une incapacité notoire qui est constatée. Mais il y a des ministres en charge. Oui, les grévistes ont parlé avec leurs différents ministres. Ça n'a rien donné. C'est pour cela que la grève a débuté dès le mardi. Donc, si le Premier ministre voulait vraiment régler le problème, il aurait dû s'en saisir à partir du moment où les ministres de tutelle n'ont pas réussi et que le ministre de la fonction publique négociations menace. Ça ne se poursuit pas, il n'y a pas de négociation. Il y a eu une comédie à la télé en ce qui concerne l'éducation nationale. Ils ont invité les syndicats qui sont contre la grève. C'est avec ces syndicats qu'ils ont parlé, ils ont montré ça à la télé, les gens ont fait des déclarations. Mais on n'a pas vu les grévistes là eux-mêmes parler avec la ministre, on ne les a pas vus faire des déclarations à la télé. Donc du coup, vous, tout ce qu'on a vu à la télé... La situation est mal gérée par le gouvernement actuel, dirigé par le docteur Begremambé Robert. Quand ces ministres n'arrivent pas à gérer une situation, ils devraient s'en saisir. Il n'a rien fait. Dernière question pour terminer cette partie. Quel bilan faites-vous du leadership de docteur Begremambé en matière de gouvernance locale et de décentralisation? Et puis, quelle comparaison, quelle différence y a-t-il entre sa gouvernance et celle de ses prédécesseurs? Bon, franchement, moi, je ne lui vois aucun leadership positif parce que, comme je vous l'ai dit, en dehors de la CAN, on ne l'a pas vu mener des actions qui nous rassurent sur sa capacité à s'impliquer dans les problèmes des Ivoiriens. J'ai parlé du cas d'Adjamé Benjerville, j'ai parlé du cas des déguerpissements en général. Voilà que pour les enseignants, il n'est même pas capable de se saisir du dossier. Donc, moi, je pense que c'est un poste, en tout cas, on a vu un Amadou Gon Coulibaly très fort. Je ne sais pas quel est le problème de Begremambé. Monsieur Patrick Achi aussi avait un leadership assez fort. Ahmed Bakayoko avant. Voilà, mais lui, franchement, je pense qu'il y a un problème. Je ne sais pas s'il a réellement des pouvoirs. Mais bon, on ne voit rien, franchement. Bien, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Place maintenant au deuxième sujet de cette émission. Grève des enseignants et sanctions prévues par le gouvernement ivoirien. Selon ce que nous aurions lu dans la presse ivoirienne, le gouvernement ivoirien a annoncé qu'il ne payerait pas les jours non travaillés des enseignants grévistes. Pensez-vous que cette décision est juste si elle est avérée? Elle n'est pas juste pour plusieurs raisons. La liberté syndicale et le droit de grève sont légaux. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas comme ça pour entrer en grève. Quand on veut entrer en grève, on dépose un préavis. Et le préavis qu'on dépose là, c'est pour susciter le dialogue. Parce que c'est quand le dialogue est rompu qu'on commence à parler de grève. Et les enseignants, si je prends leur cas, on dit qu'ils avaient eu des échanges avec la ministre. Ils étaient dans l'attente d'un atelier pour valider des dernières décisions. Et c'est cet atelier qui ne venait pas. Ils ont cherché à parler avec la ministre, ça n'a pas été possible. C'est comme ça qu'ils ont décidé de faire la grève. Maintenant, entre la période du préavis et la mise en application de la grève, normalement, il y a des échanges qui se font. Il se trouve que dans leur cas, au lieu de discuter avec les grévistes, la ministre a plutôt discuté avec ceux qui sont contre la grève. Bon, quand c'est comme ça, on ne peut pas avoir de résultat. Et la grève
est en cours. Donc, à partir du moment où la grève est un droit, il n'est pas normal qu'on fasse des prélèvements sur les salaires parce que les gens auraient grévé. Maintenant, comme nous sommes en Côte d'Ivoire, sous le ministre... Dans un pays des droits. Non, justement. À mon avis, on n'est pas dans un État même. Parce qu'un État est basé sur la justice et sur le droit. Comme et en ça Côte d'Ivoire, pas. Non, il y a la justice. Non, non, pas du tout. Et donc, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que quand le président Ouattara était Premier ministre, il y a une loi qui a été prise en 1992 pour, dit-on, encadrer la grève dans les services publics. Et dans cette loi, on dit que pour faire une grève, il faut avoir l'autorisation du Premier ministre. Et c'est lui qui était Premier ministre à l'époque. Depuis quand un Premier ministre va-t-il autoriser une grève? Ça veut dire que c'est une loi liberticide, une loi qui va à l'encontre de la liberté syndicale et du droit de grève qui n'aurait pas dû exister. Donc, quand les gens faisaient la réforme du statut général de la fonction publique, ils ont demandé que cette loi-là soit abrogée. Ça ne l'a pas été. Ça, c'est le premier point. Et c'est cette loi que les gens veulent utiliser maintenant, notamment le ministère de la fonction publique, pour réprimer les grévistes. En temps, il faut préciser qu'en 2019, et ça aussi, ça fait partie de l'une des revendications, les enseignants avaient grévé. Vous faites une grève, ou du moins avaient fait la grève, on ne dit pas gréver. Pour une grève de 3 jours, on prend le salaire de tout un mois d'un enseignant. Pour une grève de 2 jours, on peut prendre même la moitié de son salaire. Donc, il y a eu des ponctions démesurées. Si vraiment ils veulent faire des ponctions par rapport à la grève, il serait bien qu'ils s'en tiennent au jour effectivement où les gens ont fait la grève, mais qu'il n'y ait pas de ponctions démesurées, parce que dans les 8 revendications des enseignants, il y a le reversement des ponctions abusives qui avaient été faites en 2019. Donc, conclusion, il n'est pas dans leur droit de faire cette ponction parce que la grève est un droit. À partir du moment où c'est un droit, ça ne devrait pas être sanctionné. Merci Plucherik Balé. Nous avons été rejoints dans cette émission par Guillaume Gbagbo. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, grève des enseignants, des sanctions prévues pour les grévistes. Guillaume Gbagbo, le gouvernement a annoncé qu'il ne payera pas les jours non de travail des enseignants grévistes. Pensez-vous que cette décision est-elle juste? Non, elle n'est pas juste. Pourquoi? Écoutez, le gouvernement ne doit pas attendre que les enseignants soient obligés d'aller en grève pour dire qu'il va leur retirer de l'argent. J'ai écouté le porte-parole du gouvernement pour dire que ce sont des jours non payés. Non, mais je pense que ce n'est pas juste. C'est pas juste. Il faut pas amener les enseignants à durcir leur position. Je crois que si le gouvernement lui-même appelle à la discussion, c'est que je pense qu'il a le souci de voir les problèmes être réglés. Et ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes, en faisant des ponctions sur les salaires. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Il faut recevoir les syndicalistes, il faut discuter avec eux, il faut voir avec eux ce qui est possible de faire maintenant, ce qui n'est pas possible de faire maintenant, ce qui est possible de faire. Et ces syndicalistes ne sont pas des va-t-en-guerre. Moi, je les connais tous, pratiquement tous personnellement. C'est des gens raisonnables qui peuvent comprendre que pour une telle mesure, le gouvernement n'est pas l'entièreté des solutions au moment où on parle. Mais si on leur explique ce qui peut être fait aujourd'hui et ce qui sera fait progressivement, je pense qu'ils comprendront et ils reprendront. Mais aller faire des ponctions sur les salaires, ce n'est pas la meilleure solution. Bien, Plucherik Balé, les enseignants reprochent au gouvernement de ne pas avoir répondu à leurs revendications salariales. Est-ce un problème de dialogue ou de priorité budgétaire selon vous? C'est d'abord un problème de dialogue. Parce que si c'était un problème de priorité budgétaire, on les aurait reçus, on aurait écouté leurs revendications et on aurait vu ce qui est faisable dans le budget actuel et ce qui est faisable plus tard. Mais il n'y a même pas de dialogue, c'est ce que je vous dis. Les grévistes que nous avons vus sur la RTI ne sont pas, enfin, les grévistes, les responsables syndicaux que nous avons vus sur la RTI ne sont pas les grévistes. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de dialogue avec les grévistes. Donc c'est un problème de dialogue et il est souhaitable qu'il le règle au plus tôt
parce que nous ne voulons pas d'année blanche cette année. Est-ce que les risques de sanctions contre les grévistes pourraient-ils aggraver la crise dans le secteur éducatif? Bien entendu. Si vous ne vous entendez pas avec votre employé et qui cherche à vous rencontrer et que vous faites tous vos efforts pour le contourner et qu'il est obligé de recourir à la grève et qu'au lieu de discuter, vous cherchez à réduire ces revenus qui sont déjà assez maigres. C'est pourquoi d'ailleurs il demande cette prime à l'incitation. Alors, ça ne peut que aggraver la situation. Je veux rappeler que, comme je l'ai dit, les syndicalistes qui sont face au gouvernement ne sont pas de nouveaux venus. Voilà. Ce sont des gens aguerris, des gens expérimentés. Le porte-parole, le camarade Biblé David, qui est le secrétaire général de la centrale Dignité, et ces camarades que je vois là sont... Donc le gouvernement a plutôt intérêt à s'asseoir. Voilà. Moi je crois que ces vieilles méthodes de contournement, de tentative de discrédit qu'on veut jeter sur les syndicalistes, ça c'est des méthodes qui sont dépassées sur l'année. Les syndicalistes aussi ont intérêt à avoir une unité en leur sein. Mais écoutez, dans un pays, vous ne pouvez pas... S'il y a des gens qui n'ont pas envie de progresser, vous ne pouvez pas les obliger. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui ont lancé un mode de grève, même si on constate que dans le primaire, la grève n'est pas beaucoup suivie, on voit que dans le secondaire est complètement paralysé. Vous prenez Abidjan, oui, le secondaire est technique, le secondaire c'est à la fois général et technique. Vous prenez par exemple Abidjan, le lycée technique, le lycée classique, le lycée Sainte-Marie, le lycée Mami Fété, à Benjaville. Tous ces grands lycées sont fermés. Voilà. Moi je vois... le gouvernement, les ministres défiler dans les salles de classe de primaire pour dire que oui, la grève n'est pas suivie. Non, il ne faut pas cacher le soleil avec la main. Il faut que le gouvernement revienne à de meilleurs sentiments, qu'il s'asseye avec les syndicalistes, qu'il discute avec eux. J'ai entendu le ministre dire qu'il n'y a pas de fonds documentaire. Mais qui doit créer le fonds documentaire? Les problèmes sont posés. Ensemble, on crée le fonds documentaire. On voit le nombre d'enseignants, les primes qu'ils réclament, les montants qu'ils réclament, on fait les calculs avec les services du gouvernement, je veux dire, du ministère de l'économie et des finances, de la fonction publique, des questions nationales, et on aura le fonds documentaire. Qu'est-ce qu'on appelle fonds documentaire? Non, il n'y a pas de fonds documentaire. Oui, c'est une grève illégale. Oui, non, il ne faut pas. Ceux qui sont en face d'eux ne sont pas des apprentis syndicalistes. Ce sont des syndicalistes chevronnés qui ont fait leurs preuves. J'ai entendu aussi dire qu'il y a eu des... Tout ce qui a été acquis, il a été sans grève. Moi, j'ai envie de sourire. La trêve sociale dont on parle et le déblocage des avancements, c'est la suite de la grande grève de 2017. Voilà, faut pas... Nous sommes tous contemporains, mais tous les avantages sociaux qu'on a pu obtenir dans ce pays-là, à moins que ce ne soit pas la Côte d'Ivoire, ça a été obtenu après des luttes dures. Par exemple, le raccrochage. Pour qu'on mette fin au raccrochage, il y a eu beaucoup de grèves, il y a eu beaucoup de sacrifices. Voilà, donc... on est dans une situation où, si le gouvernement travaille pour l'intérêt général, je pense qu'il le fait, mais il faut qu'ils acceptent de discuter avec les vrais interlocuteurs et non prendre quelques-uns, jouer les Sénégalais les uns contre les autres, ça ne fait pas très sérieux. Bien, puis Chéric Balé, comment jugez-vous la gestion des revendications par le ministère de l'Éducation nationale? Je pense que le ministère de l'Éducation nationale aurait dû tirer les leçons du passé. En 2019, lorsqu'il y a eu la grève des enseignants, pour contourner cette grève, ils ont cru bon d'aller recruter d'autres enseignants. Comme vous ne voulez pas enseigner, on va en prendre d'autres enseignants. Et ces autres enseignants-là, ils ont pris des gens qui n'ont pas le niveau. Ils ont pris des gens de niveau BEPC qui sont devenus par après les contractuels. On ne les a pas formés, parce que 2 mois de formation quand même, ce n'est pas grand-chose. Et puis, on les a mis sur le terrain. Après, maintenant, on avait des problèmes pour payer leur salaire. En toute chose, le dialogue s'impose. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de traîner la gestion de cette décision pour contourner les revendications des enseignants à l'époque. Et ça fait même partie des 8 revendications des enseignants. Ça y est, le problème qu'ils ont créé en 2019, là, ça les suit jusqu'aujourd'hui. Donc, si on apprend à tirer des leçons de notre passé, il y a des erreurs qu'on ne commettra pas de nouveau. Donc, il serait bien qu'ils s'asseyent avec les grévistes là
pour se parler. Comme l'a dit Guillaume Bateau, ces syndicalistes-là ne sont pas des va-t-en-guerre. Le chef de file, Bliblé, moi-même j'ai travaillé avec lui à Dignité. Ce n'est pas quelqu'un de violent. Ils sont en train de poser des problèmes réels. Il faut les écouter, trouver des compromis pour avancer. Et c'est ça, la vraie gouvernance là. Ce n'est pas dans les menaces, ce n'est pas dans la violence, ce n'est pas aussi dans le déni de la loi. Mais il n'y a pas eu de violence. Qui sont autorités là, quand ils disent que ça c'est illégal, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'eux-mêmes là, ils ne maîtrisent pas les textes. Ils prennent dans les textes ce qui les arrange. Et ce qui les arrange, ce sont les textes anticonstitutionnels. Ça veut dire qu'ils ne devraient même pas exister. Et ça, ce n'est pas bon pour l'image de notre administration. Et comment voyez-vous l'évolution de ce conflit si le gouvernement maintient sa ligne dure? Bon, les grévistes sont déterminés, d'après ce qu'on a entendu de leur avec vidéo. Le gouvernement? Oui, mais bon, c'est nous, le peuple, encore, qui allons perdre. Parce que le gouvernement ne pense jamais à nous. Ils prennent leurs décisions, ça nous envoie la guerre. Ils prennent leurs décisions, ça nous envoie année blanche. La solution, là, il n'y a pas autre chose que le dialogue. Le dialogue, rien que le dialogue. Maintenant, s'ils durcissent leur position de part et d'autre, c'est nous encore qui allons payer, on risque d'aller vers une allée blanche. Est-ce qu'ils vont penser encore à prendre des contractuels? Puisqu'il y a un groupuscule qui est contre cette grève, comme si, s'il y a des retombées, ils n'en bénéficieraient pas aussi. Bon, on verra bien nous tous, mais c'est dangereux. Guillaume Bateau, réaction là-dessus? Oui, moi je pense que le gouvernement n'a aucun intérêt à durcir sa position. C'est pas le travail d'un gouvernement de se mettre à se bagarrer avec ses concitoyens. Non, le gouvernement est au service de la population, le gouvernement est au service de corps constitués, le gouvernement est au service du bien-être des... S'il y a des gens qui posent des problèmes, le rôle du gouvernement, c'est de les appeler, de discuter, puisque le ministre de la Communication dit qu'il n'y a pas de fonds documentaires. Bon, mais nos cas se retrouver, ils vont créer les fonds documentaires dont ils parlent, ils vont s'entendre sur la légalité ou non de cette grève. Moi, je pense qu'elle est légale. Puisque toutes les conventions internationales, on n'a jamais vu dans une convention internationale où c'est l'exécutif qui autorise les syndicats à manifester. Je crois que ça, c'est pas... Bon, on n'a jamais vu ça. Donc, il faut que le gouvernement lui-même laisse ses préalables. Voilà. C'est lui qui a la responsabilité de la gestion de la nation. Merci Guillaume Bateau. Nous allons marquer une courte pause pour la réclame publicitaire. On revient juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission. Nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette émission, la ACA et les pratiques illégales de diffusion désormais interdites en Côte d'Ivoire. Même si elles ont toujours été interdites, la ACA a durci le ton. Plus Eric Balé, la ACA a récemment mis en garde contre les pratiques illégales de diffusion. Ce problème est-il, selon vous, suffisamment pris au sérieux en Côte d'Ivoire? Bon, pris au sérieux par qui? Ce que je sais, c'est que ce communiqué-là traduit un aveu d'impuissance de l'ACA par rapport à sa mission. C'est à elle de prendre les dispositions qu'il faut pour que ce fléau se réduise. Mais en même temps, il faut relever aussi que ça traduit un pan de la cherté de la vie. Les citoyens ont besoin de s'informer, ils ont besoin d'avoir accès à certaines chaînes et il se trouve que Canal est cher pour les populations. Je ne sais pas si les gens de Canal Plus font des enquêtes de satisfaction, mais dans la population, ce que nous on entend, c'est que c'est cher. Et quand c'est cher, les gens cherchent toujours des solutions parallèles. Elles peuvent ne pas être légales, mais les gens cherchent des solutions parallèles. Donc, si on veut vraiment que ce fléau-là cesse, il faut pouvoir baisser les prix de Canal. Voilà. Parce que 5 000 francs par mois, c'est beaucoup pour certaines personnes. Quand moi, mon SMIC est à 75 000 et que je dois prendre 5 000 francs dedans par mois pour payer Canal, alors que je dois payer mon loyer, mes enfants ont les mêmes transports que les enfants des autres, je dois manger, je dois me soigner. Je fais comment? Donc, je n'ai pas de télévision parce que je ne peux pas payer 5 000 ou bien je trouve des solutions parallèles. Donc, moi, je pense que ça pose le problème du coût même de l'accès à l'audiovisuel. Ça pose aussi le problème de la gestion de la redevance RTI. Parce que nous, quand on était petits,
il n'y avait pas de redevance RTI. Et quand on allume la télé, on a automatiquement droit à certaines chaînes, au moins les chaînes nationales. Il se trouve qu'aujourd'hui, il faut payer au moins la TNT. Bon, il y a un problème. Donc tout ça, c'est devenu trop cher pour la bourse des populations, du coup. Donc aujourd'hui, même le citoyen qui n'a pas une télévision, qui utilise l'électricité obligatoirement, il paye la redevance. Oui, malgré ça, il paye, oui. Bien, alors Guillaume Bato, dans le communiqué, la haute autorité de la communication audiovisuelle ACA constate que des contenus audiovisuels sont diffusés ou distribués sans avoir, en tout cas, obtenu l'accord des titulaires de droit ou ayant droit. Cette diffusion ou distribution qui est le fait de personnes morales ou physiques exerçant dans le secteur de la communication audiovisuelle sans autorisation de la ACA se caractérise notamment par le partage du signal des programmes ou des chaînes par le câble ou la fibre, communément appelé système araignée. Deuxièmement, la commercialisation de boîtiers permettant d'accéder à des nombreuses chaînes et programmes via Internet, IPTV et d'autres réseaux et multimédia. Et enfin, troisième point, la commercialisation de codes d'activation d'applications partageant via des serveurs, des chaînes et des programmes. C'est ce qu'on voit en haut dans le communiqué. Comment vous réagissez? Oui, je pense que déjà, il faut se féliciter de ce que la ACA ait le souci d'assainir un peu le milieu de l'audiovisuel. Vous êtes responsable de médias audiovisuels, vous savez que les contenus coûtent cher, les productions coûtent cher et nous nous battons aussi pour que les acteurs, je veux dire les journalistes, les techniciens, les chroniqueurs, tous ceux qui gravitent autour des médias audiovisuels puissent vivre de leur métier. Donc il est souhaitable que tout cela se fasse dans les règles de l'art. Mais en même temps, cela pose un certain nombre de questions. Est-ce que la ACA, dans sa formule actuelle, a effectivement les moyens de faire ce contrôle? Bon, pour ce qui est des personnes morales, on peut peut-être facilement les identifier, mais les individus, aujourd'hui, avec son simple smartphone, on fait beaucoup de choses. Voilà, c'est aussi le revers de la médaille de la démocratisation de l'information. Moi, je suis particulièrement partisan de la démocratisation de l'information. Et aujourd'hui, Internet permet de faire beaucoup de choses. Donc, si la ACA prend la mesure de la situation pour protéger les contenus audiovisuels, on va dire bravo, mais en même temps, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour que cette traque-là ou cet assainissement profite aussi aux populations. Madame Balé a parlé de coûts. Parfois, quand on fait les comparaisons entre ce que ces mêmes diffuseurs pratiquent comme coût en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, et ce qu'ils font ailleurs, il y a une grande différence. Et parfois, on est un peu frustré. Voilà. Vous avez connaissance de la grande crise des data qui a eu lieu ici. Quand on fait la comparaison entre le coût de l'Internet en Côte d'Ivoire et dans certains pays africains, on voyait que les coûts ici, les coûts de revient sont trop élevés. Donc, d'un côté, c'est bon de mettre de l'ordre. De l'autre côté, il faut aussi faire en sorte que les entreprises là, puissent faire baisser les coûts pour les rendre accessibles. Je crois que si les coûts sont accessibles à tous ou pour tous, on va avoir moins de fraude. Voilà. Bien. Puis Chéric Balé, la ACA informe l'ensemble de la population et les opérateurs du secteur de la communication audiovisuelle que ces pratiques sont non seulement illégales, mais au surplus constituent des infractions pénales passibles de peine, d'emprisonnement allant de 6 mois à 5 ans et d'amende allant de 5 millions de francs CFA à 50 millions de francs CFA. Réaction sur cette peine? Bon. D'abord, il y a le fait qu'elle informe. C'est bien d'informer parce que peut-être que certains ne savent pas que ce sont des pratiques illégales. Donc, d'abord, avant même d'en arriver aux peines, il faut pouvoir accroître la sensibilisation sur le phénomène. On a déjà dit qu'il faut baisser les coûts. Quand on prend l'exemple des sociétés de téléphonie, par exemple, on sait comment on a commencé, hein. On payait un kit à 25 000. Aujourd'hui, c'est gratuit. Voilà, ça veut dire qu'il y a des efforts qui peuvent être faits. Maintenant, en plus de renforcer la sensibilisation, il faut aussi définir des peines réalistes. C'est vrai que ça peut être dissuasif, c'est pour ça qu'on les définit ainsi, mais
quelqu'un même qui a du mal à payer 5 000 par mois pour s'abonner à Canal, qui paye peut-être 1 000 francs ou 2 000 pour avoir accès à ça, venir lui donner une peine de 500 000, bon, où il va enlever les 500 000. Bon, je suppose que c'est dissuasif. Voilà, mais en tout cas, il faut renforcer la sensibilisation avant d'en arriver à sévir pour que les peines soient appliquées. Bien. Est-ce que vous pouvez faire une certaine lecture sur l'ampleur du piratage audiovisuel en Côte d'Ivoire et pourquoi cela persiste malgré les avertissements? Oui, c'est ce qu'on a dit là, c'est la pauvreté qui fait que ça persiste. Et ceux qui ont des moyens qui font le canal araignée? Bon, je n'en connais pas. Moi, je sais que le canal araignée, c'est surtout dans les quartiers précaires qu'on constate cela. Et puis, je ne sais pas si ça existe dans les quartiers normaux, mais dans tous les cas, le plus important, à mon avis, c'est la sensibilisation. De la même manière qu'il y a des panneaux en ville où on fait certaines publicités, il faut que la ACA prenne aussi des panneaux pour rapprocher l'information. Parce que ce communiqué-là, il a été publié où? Est-ce que c'est tout le monde qui regarde la RTI? Est-ce que c'est tout le monde qui lit le journal? Il y a vraiment un problème aussi de proximité avec les cibles qui ne devraient pas se comporter ainsi. Mais en tout cas, c'est la pauvreté qui oblige les gens à faire ce genre de choses. Je ne pense pas que pour le plaisir, on puisse se mettre dans des pratiques illégales. Guillaume Baton et la pauvreté comme raison, est-ce que vous partagez ce même avis? C'est l'une des raisons. C'est vrai, il y a l'incivisme chronique de certains de nos compatriotes. Oui, mais la pauvreté, oui, la pauvreté, vous savez, moi je disais que la pauvreté est le pire ennemi de l'homme. La pauvreté peut vous amener à faire des choses auxquelles vous ne pensez pas. Donc oui, la pauvreté, le faible niveau de vie des populations, le faible niveau d'éducation des populations, et donc aussi le faible niveau d'information. Voilà, je crois que l'ACA doit se donner les moyens de, comme l'a dit Mme Balé, de sensibiliser, d'aller au contact, surtout dans les quartiers populaires et les quartiers précaires, comme elle a dit, mais parler avec les uns et les autres et leur faire comprendre que ces pratiques, non seulement font perdre de l'argent à l'industrie créative, hein, tous les acteurs de ce secteur-là, mais en plus, elles met les personnes qui font cela, là, elles les exposent à la rigueur de la loi. Je pense que si les gens sont suffisamment sensibilisés, s'ils sont suffisamment informés, maintenant, bon, puisqu'il y aura toujours des brebis galeuses, ceux-là pourront être traités conformément à la loi. En tout tas de cause, c'est un vrai problème. On en parle de l'audiovisuel, mais on a oublié. On peut parler aussi de la piraterie des œuvres de l'esprit, les CD ou autres qui sont piratés. Même moi qui suis de la presse écrite, les ventes parallèles, ou du moins les ventes gratuites, les lectures gratuites organisées dans les grandes administrations qui font perdre beaucoup d'argent à la presse écrite. Donc il y a beaucoup C'est-à-dire un journal pour toute une entreprise. Voilà. Oui. Le matin, Ils déposent dans la bibliothèque. les vendeurs de journaux, ils déposent les journaux dans les bureaux et le soir, ils viennent récupérer. Alors que le journal est à 200 ou à 300 francs, le soir, ils viennent récupérer 50 francs par tête. Et le lecteur, il a lu tous les journaux. Lui, il se fait de l'argent, mais l'entreprise n'a rien. Voilà. C'est un des gros phénomènes. Oh, c'est grave. Oui, c'est un phénomène qui a plombé beaucoup la presse écrite aujourd'hui. Donc, ce n'est pas seulement dans l'audiovisuel. Donc, il faut que l'État, la ACA, qui est l'organe de régulation, mais aussi l'ANP, pour ce qui concerne la presse écrite, le Burida, pour ce qui concerne les œuvres artistiques, tout cela puisse se mettre ensemble pour faire un effort, conjuguer leurs efforts pour faire en sorte que ces phénomènes soient combattus. Parce que si ce n'est pas combattu, c'est des pans entiers de l'économie qui vont s'effondrer. Et malheureusement, même si, pour ce qui concerne les plateformes dont on parle, la plupart sont des contenus étrangers, n'empêche qu'il faut que les moyens soient suffisamment déployés et que, comme les structures que j'ai citées, puissent se mettre ensemble pour pouvoir faire face à ces phénomènes-là. Alors, que faire exactement pour pouvoir encourager une consommation légale des contenus audiovisuels dans notre pays, la Côte d'Ivoire? D'abord, il faut faire respecter la loi. Mais comment faire respecter la loi?
Ouais. La loi existe déjà. Oui, mais c'est pour ça que la HACA a commencé à informer, à sensibiliser. Aujourd'hui, c'est vrai, Internet, de la même façon, se développe. Il y a aussi des mécanismes pour contrôler. Par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi sur Facebook, par exemple. Voilà. Parce qu'il y a la police, la lutte contre la cybercriminalité qui est là. Mais ces structures-là doivent être utilisées aussi, mises à contribution pour traquer, ne serait-ce que déjà les gens qui sont en entreprise, en vraie entreprise, pour faire ce travail de pillage-là. Il ne faut plus maintenant tracer les individus et pour pouvoir mettre. Le problème qu'on a souvent, c'est qu'on a de bonnes idées, on a de bonnes intentions, mais les moyens ne suivent pas. Voilà. Pour faire ce travail, la HACA, je suppose, a besoin de moyens, de beaucoup de moyens pour faire ce travail. Mais vous allez voir, bon, après le communiqué, au moment où on s'attend à ce que la HACA se déploie sur le terrain, bon, souvent les moyens ne suivent pas. Et c'est ça qui est le drame ivoirien. Bien. Place maintenant au carton rouge. Nous sommes dans le carton rouge. Ici, on fait des coups de gueule. C'est le dernier carton rouge de la semaine avec Pulcher Balé. C'est parti. Carton rouge. Okay. Je voudrais donner un carton rouge au gouvernement en général, mais particulièrement au ministère en charge du transport. Il y a des gens qui se font appeler syndicats, qu'on appelle Nyambro dans notre langage ivoirien, qui se prétendent syndicats, alors qu'un syndicat, c'est en principe une association qui défend les intérêts d'une corporation. Eux, leur corporation, là, c'est laquelle? C'est laquelle? Ils n'ont pas de véhicules, ils n'ont pas de terrain, ils annexent des territoires, ils annexent des gares, et puis ils encaissent les transporteurs. Mais vraiment à des hauteurs qu'on ne peut pas imaginer. Par exemple, on nous a donné l'exemple de la ligne Atoban-Koumassi. On dit le matin, quand le transporteur arrive, il doit payer 7 000 à ces Nyambro-là avant de commencer. Et sur chaque chargement, après, il va payer 1 000 francs aux heures creuses, il va payer 500. 1 000 francs aux heures de pointe, 500 aux heures creuses. Et puis, à la fin de la journée, il va donner encore 1 000 francs, paraît-il, pour les policiers. Bon. Et puis, ils sont aussi dans la violence. Ils s'affrontent entre eux comme des gangs. Ils agressent les chauffeurs. Et tout ça, c'est au vu et au su de la police, des autorités en général. Donc, vraiment, je voudrais donner un carton rouge au ministère du Transport parce que c'est une question, et puis aussi au ministère de l'Intérieur, parce que c'est une question de volonté politique de mettre fin aux pratiques de ces Nyambro-là qui non seulement agressent les gens, mais ce qu'ils font là, ça joue aussi sur la cherté de la vie parce que c'est tout ça aussi qui fait que les transporteurs augmentent parfois les prix et aux heures de pointe, ils augmentent, ils changent les prix de façon unilatérale. Et donc vraiment, carton rouge au ministère du Transport et au ministère de l'Intérieur qui ne font rien pour régler cette situation. Bien, Guillaume Bateau, réaction sur ce carton rouge? Oui, bon, je pense que c'est un problème réel. Il faut qu'il soit adressé. Si les Nyambro ont une quelconque utilité, moi je n'en vois pas beaucoup, mais on ne sait jamais, il faut les organiser pour qu'ils puissent aider. Par exemple, parce qu'on sait aussi que dans les gars de Woro, de Baka, c'est le désordre absolu. Et on voit que les policiers même sont débordés voilà, par l'incivisme des chauffeurs de Baka, de Woro. Si les Nyambro peuvent être mis à contribution pour mettre de l'ordre, mais et que ça ne sert pas seulement à racketter, s'ils peuvent être pris en compte par les communes où ils travaillent, bon, peut-être il faut voir, mais effectivement, c'est un problème. Moi, je pense qu'on peut toujours trouver des solutions pour améliorer les choses. Voilà. Discuter avec eux, discuter avec les transporteurs pour trouver des solutions, mais comme elle le dit, il faut que le gouvernement regarde cela de très près. Parce que surtout quand ils sont amenés à s'affronter, ça expose. Ça va jusqu'à mort d'homme parfois. C'est dommage, c'est malheureux, c'est regrettable. Bien, carton rouge, Guillaume Bateau. Oui, bien entendu, mon carton rouge va à Madame le ministre de l'Éducation nationale et à ses collègues de la fonction publique et de la santé qui ont tenté de nier la réalité de la grève des enseignants et surtout se sont mis à menacer. Je crois que
le président de la République a parlé d'une Côte d'Ivoire solidaire. Bon, c'est son slogan, mais ces ministres doivent le traduire en actes. La solidarité, moi je comprends que les ministres veuillent défendre leur beefsteak, c'est leur droit, mais quand un problème se pose dans un secteur aussi stratégique que l'éducation nationale, il faut laisser son orgueil de côté et se mettre vraiment à disposition. Je n'ai pas du tout apprécié le fait que les syndicats aient posé les problèmes, déposé les préavis de grève plus de 3 semaines avant, qu'on ait traîné les pieds, qu'on n'ait pas jugé utile de recevoir. C'est un manque de considération qui ne se justifie pas. Voilà. Avec tout le respect que j'ai pour Madame la ministre Mariétou, elle-même elle est enseignante, même si elle enseigne au supérieur. Elle est enseignante. Ce sont ses collègues. Demain, parmi ces syndicalistes, il y a d'autres ministres. Pour être ministre, on n'a pas besoin de passer un concours. Donc il faut vraiment avoir du respect pour les gens que vous avez en face de vous. On vous envoie un préavis de grève, recevez les gens, discutez. Mais vous ne réagissez pas et c'est la veille que vous appelez les gens. Mais c'est pas correct. Non, ils ne les ont même pas appelés. Bon, certains ont dit qu'ils ont été appelés la veille. Je trouve que ce n'est même pas correct qu'on attende 3 semaines pour appeler les gens pour dire, et venir après dire qu'il n'y a pas de fonds documentaires. Bien. Pécheric Balé, réaction, commentaire sur ce carton rouge pour terminer. Non, comme on en a déjà discuté, je pense que tout a été dit. Bien, place maintenant à la dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour. Nous sommes dans le chiffre du jour, rubrique dans laquelle je rappelle que nous mettons chaque jour en avant un chiffre en rapport avec la vie de la nation ivoirienne ou de d'autres nations. Les chiffres du jour concernent la Côte d'Ivoire, 5 000. Qu'est-ce que ça vous dit? Guillaume Bateau, 5 000. Non. Monde universitaire, vous ne voyez pas? Alors, l'opération de libération des chambres illégalement occupées par les étudiants lancée par le gouvernement ivoirien a permis de constater qu'environ 5 000 lits sur un total de plus de 14 000 lits à attribuer aux étudiants étaient occupés soit par des travailleurs et même des fonctionnaires ivoiriens, soit 35% des lits dans les cités universitaires ivoiriennes étaient illégalement occupés. Réaction, commentaire, Guillaume Bateau. Je crois que c'est dommage. Des fonctionnaires, hein? Oui, mais où sont les services du centre de CROU? Où sont les services du CROU? Le CROU a démissionné finalement. Je ne sais même pas s'il existe. Pourquoi on parle de démission? Parce que, on va dire encore ça, c'est la FECI. Bon, faut pas... Ouais, c'est ça le problème en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas leur travail et ils accusent les autres. Oui. Voilà. Les fonctionnaires, les travailleurs, vont venir nous dire que c'est la FECI qui les a logés. Mais parfois, pour avoir des chambres, il faut passer par la FECI. Hein? Oui, mais bon, écoutez, ça, ce sont des incantations. Voilà, ce sont des incantations. C'est-à-dire, les gens racontent des choses. Oh, il y a des fonctionnaires qui sont affectés à la gestion des cités universitaires. Oh, comment eux s'arrangent pour que la FECI fasse leur travail à leur place? Alors qu'ils touchent leur salaire. Il y a un problème. Donc, je crois que ces chiffres-là sont la preuve qu'il y a du travail à faire de la part du ministère de l'Enseignement supérieur, qui doit retrousser ses manches et éviter de chercher les boucs émissaires. La FECI aujourd'hui a le dos et la poitrine très large. Tout met sur son dos, mais par moments après, on se rend un peu ridicule soi-même. Pécheric Balé, réaction, 5 000 lits. Oui, c'est vraiment une situation qui est très grave quand on sait que des étudiants dorment déjà, en amphi. voilà, déjà les places étaient insuffisantes et donc constater que 35% de ces places-là sont occupées par des personnes qui n'y avaient pas droit. Si on était dans un état normal, le CROU devait être entièrement renouvelé. Les responsables même devraient démissionner parce que c'est la preuve de leur mauvaise gouvernance, c'est la preuve de l'existence de la corruption au sein du milieu universitaire. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on remplace les responsables des œuvres universitaires, qu'on mette des personnes beaucoup plus responsables, beaucoup plus, on va dire, honnêtes, voilà, pour éviter que ce genre de situation se présente à l'avenir. Est-ce que c'est suffisant, juste remplacer ces responsables? Oui, mais c'est déjà ça. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est à eux qu'on a confié la gestion de ces chambres. À partir du moment où les objectifs ont été détournés, c'est eux qui devraient en répondre. Voilà. Donc, les remplacer, c'est déjà le premier pas. Parce que les nouveaux qui vont venir sauront que s'ils font la même chose, on va aussi les remplacer. Mais il ne faut même pas seulement les remplacer, il faut les sanctionner aussi. Il
faut les sanctionner. Bien. Guillaume Bato, pour terminer, que dites-vous à propos de ces fonctionnaires et salariés du privé qui vivent en cité universitaire, qui occupent ces chambres-là? Écoutez, si vous avez un système poreux, mais les gens profitent. Moi, bon, il faut juste sensibiliser la population. C'est vrai qu'il y a la responsabilité du coup. C'est vrai. Moi, aujourd'hui, j'ai une famille nombreuse, mais je serais bien content d'être dans une chambre qui va me revenir à 4 000 francs ou à 5 000. Je sais pas, ou bien que je ne vais même pas payer. Voilà. Je veux dire, c'est vrai que leur responsabilité est engagée aussi, mais les premiers responsables sont ceux qui sont officiellement chargés de la gestion de ces chambres-là. Bien, pour terminer, plus Chéric Balé, un fonctionnaire, travailleur, disons salarié du privé, en cité universitaire, réaction là-dessus? Bon, je pense que ça doit être des personnes qui ploient aussi sur le coup de la cherté de la vie. Mais parfois, ils ont des véhicules. Vous pouvez faire un tour en cité universitaire à l'université de Cocody. Il y a des grosses voitures, voilà. C'est juste que c'est des coûts accessibles et cadeaux, comme on les dit. Bon, il y a un problème d'éducation citoyenne aussi qu'il faut régler parce qu'on ne peut pas profiter de tout comme on veut. Il faut un peu de décence. Donc, on ne peut pas être un travailleur et puis venir occuper la place d'un étudiant. Voilà. Qui peine à manger. Qui peine même à se loger d'abord. Il faut dormir quelque part même avant de chercher à manger. Et donc, je crois que ça traduit là toutes les défaillances du système et tout ce qu'il y a à corriger, notamment faire en sorte que les gens soient conscients qu'on ne devrait pas profiter de tout comme ça. Mais en tout cas, la conclusion la plus pertinente, c'est vraiment de remplacer tout cela. Parce que ce qui est mauvais dans notre pays, on découvre des situations, mais on ne sanctionne personne. À partir du moment où on ne sanctionne personne, ça continue. On a dit 5 000 là. Si on veut faire le bilan l'année prochaine, on va trouver 10 000. Parce qu'on en parle et puis c'est tout. Non, on ne devrait pas s'arrêter là. Il faut sanctionner. Merci, plus Chéric Balé. Rendez-vous lundi. Merci à vous, Guillaume Bato. Rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, ainsi s'achève ce dernier numéro de la semaine de Entre deux News, une semaine riche en débats et en discussions où nous avons essayé de décortiquer les grandes questions qui animent la Côte d'Ivoire, les grandes questions d'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Rendez-vous lundi pour un prochain numéro. Portez-vous bien. Bonsoir.